Bonjour, c'est Guillaume de Poker Strategy. Aujourd'hui, je vais vous synchroniser une petite vidéo en 30-60 par le coach Kobayard, du FL évidemment. Comme d'habitude, pour plus de simplicité, je vais parler à la première personne. Donc bonjour à tous, c'est Kobayard aujourd'hui je vais faire une petite vidéo en 30-60 FL. J'ai une table full tilt et une table partie poker d'ouverte. Je me suis pas assis depuis très longtemps à ces tables, donc j'ai pas encore énormément d'informations. D'autant plus que sur la table full tilt, je connais à peu près aucun joueur. Sur la table partie poker, je connais Mip Mip et HC68, sur lesquels j'ai 2000 mains et 1200 mains. Ce qui est pas mal dans la mesure où je fais absolument aucun data mining. Alors les reads que j'ai sur les deux joueurs, Mip Mip c'est un joueur qui va au showdown avec toutes les mains avec lesquelles il a un tant soit peu de value, et HC68, donc c'est un joueur très loose pré-flop, comme on peut le voir à ses 48 de VPIP, et c'est un joueur qui est assez loose post-flop également, il se couche très peu, il n'y a qu'à partir de la river qu'il commence un petit peu à se coucher, donc c'est un joueur qui aime beaucoup chasser les cartes. Donc a priori on pourrait croire qu'il est plutôt passif, parce qu'il a que 1,08 de facteur d'agressivité, mais en fait il est bien plus agressif qu'il en a l'air, c'est juste que comme il est très loose passif pré-flop, il a rarement l'initiative, ce qui fait qu'il va faire pas mal de check call quand même. Et il a seulement 20% de raise flop, ce qui est assez peu, mais il a 21 de check raise flop, ce qui est déjà plus raisonnable, et 25% de raise turn, ce qui est une stat assez solide. Concernant Mip Mip, il fait un décompte bet sur quasiment tous les flops. Il fait également beaucoup de second barrel sur le turn. Dans cette situation, il abandonnera jamais de ace high si je fais un 3 bet et que j'enchaîne avec des bets sur every street. C'est la raison pour laquelle j'opte pour une défense passive. Et là, je pense que je vais abandonner direct sur le flop en fait. Bon, je pense que mes outs overcards sont assez bonnes. Je pourrais envisager un peel en fait, parce que je suis quasiment jamais dominé, et si jamais il y a domination, c'est domination inversée. Mais là, j'ai pas de tirage couleur backdoor, et j'ai qu'un pauvre tirage quinte backdoor, qui est d'ailleurs pas terrible, parce que si jamais je chope un 10 qui me donne un gutshot, il annule un petit peu mes outs de king et de queen. Donc la situation est pas idéale pour faire un pile flop. Bon là je vais me mettre à chercher un peu une autre table parce que la table qui est à gauche là elle est pas terrible, surtout que HC sit out et que sans HC la table n'a plus vraiment d'intérêt là. Bon je pourrais jouer Mip Mip en heads up parce que je trouve au final que c'est un joueur assez mauvais. C'est surtout un joueur qui s'adapte en fait vraiment très mal. Il joue son style prédéfini et il continue à le jouer sans s'adapter à aucun moment. Il fait beaucoup trop de call down, même si on est dans une phase où on fait vraiment quasiment aucun bluff. Il va quand même faire des call down systématiques. Bon, il a un assez bon comportement de value bet, mais c'est à peu près tout. Il a quand même pas mal de leaks dans ses call down. Il fait pas non plus de table selection que je sache. C'est un joueur break-even sur un sample de main assez élevé. Mais là, j'ai ouvert une petite table en 15-30 que je vais faire rentrer dans la vidéo si jamais ma table là, en 30-60 à gauche ne s'améliore pas dans les minutes qui viennent. Parce que jouer en 30-60 en heads up là, c'est vraiment EV- dans la mesure où il y a 2 dollars de rake qui partent à chaque main. C'est plutôt catastrophique. Même un dollar en fait, c'est à mon goût beaucoup trop pour pouvoir vraiment jouer confortablement en heads up. Donc là encore une fois j'ai joué passivement un King High, King 8. Et là le flop est un petit peu plus mais un peu plus favorable que tout à l'heure. Et donc là je vais jouer en call flop raise turn. D'autant plus que la carte du turn est pas mal pour moi. Elle me donne quelques outs en plus pour les rares fois où je serai battu. Et ma quinte se réalise sur la river. Donc là il fait un donk. C'est envisageable que qu'on split. Par contre, je pense pas qu'il a la couleur parce que je connais le joueur et il aurait pas joué son tirage couleur de manière aussi passive. Donc je relance encore une fois sur la river. Il pourra avoir une main comme 6-7, il pourra avoir un 3. Il y a encore assez de mauvaises mains qui jouent en don call ici. Donc à droite avec les jacks, j'ai évidemment fait un cap pré-flop. Malheureusement, le flop est un petit peu dégueulasse.
Donc mon adversaire est un joueur chinois qui a l'air volontiers agressif. Sur le flop, je vais pas me coucher. Et bon là, la carte du turn est vraiment pas terrible pour moi. Le tirage couleur se réalise si jamais il avait fait ce move avec un tirage couleur. Et par ailleurs, j'ai moi-même pas de tirage couleur, ce qui fait que si jamais il a un cœur, il a des outs de plus. Bon, il a 70% de fall to raise turn, ce qui est vraiment beaucoup. Ce qui veut dire qu'au final, son bad turn n'est pas forcément un grand signe de force, puisqu'il en abandonne souvent après avoir misé. Donc là, je vais suivre, et je pense que je vais suivre sur la plupart des rivers. Ce qui se passe, c'est que je pense pas qu'il aurait joué un as fort comme ça, et je pense pas qu'il aurait 3 bêtes un petit as face à une relance under the gun. Et donc là, si je call le turn, bah, je suis obligé de coller quasiment toutes les rivers. Et voilà, donc on split ici. Bon, là, je m'attendais pas vraiment à ça. En fait, je pensais que si jamais il faisait un move sans as, c'est vraiment avec une main mauvaise. Mais là, son value play est vraiment très limite en fait avec les as après un cap préflop et sur ce board là. Donc là, toujours à droite, j'ai défendu Ace-10 de manière très passive face à un joueur très loose. Et je vais rester passif pour le moment. Je vois pas de raison de relancer. Je fais parfois coucher des live outs, mais c'est vraiment tout. Et là, donc sur le turn, avec l'as qui arrive, forcément je relance. À gauche, donc Queen Jack, j'ai fait un open raise depuis le button. Donc malheureusement, il y a eu un 3 bet et un cap. Et le flop est un peu mi-figue mi-raisin, on va dire. Top pair, c'est toujours une bonne chose, mais là, il est monochrome. Et donc, il y a eu un cap pré-flop. Et top pair à la queen après un cap pré-flop, c'est une main plutôt moyenne. Euh, FC Nuremberg a été plutôt tight jusqu'à présent. Et là, je pense que qu'un fall turn est le meilleur move à faire. Au final, même dans les rares cas où je serais en tête, il y a encore beaucoup d'outs qui sont susceptibles de me faire passer behind sur la river. Surtout que là sur le turn, flingue un peu mon equity. Sur le flop, j'étais encore en tête, mais le turn était vraiment une carte horrible. Parce que dans un pré-flop capé, surtout avec deux adversaires, il y a presque toujours un as dans une des mains. Donc là à droite j'ai fait un open raise, il m'a fait un 3 bet. Je vais encore faire un call sur le flop. Le call on n'est pas obligé de le faire, mais il se trouve que l'adversaire est quand même vraiment très loose et il y a pas mal de cartes du turn qui vont pouvoir faire pas mal évoluer mon equity dans un sens comme dans l'autre au final. Donc s'il y a un 6 qui tombe, j'aurai sans doute un call down. S'il y a un jack qui tombe, je peux faire un raise. S'il y a un 8 qui tombe, bah, j'ai chopé un tirage quinte bilatéral et avec une dame pareille. S'il y a un trèfle qui tombe, j'ai un tirage couleur. Donc l'un dans l'autre, il y a pas mal de cartes du turn qui vont pouvoir bien m'aider, de sorte que un petit pile sur le flop me semble correct. Bon, si j'avais que mes outs de 6 et de Jack, je pense que le fold aurait été préférable, mais là c'est vrai qu'il y a deux tirages backdoor, ce qui rend le call flop nettement plus intéressant. Donc là, je crois que je vais retirer la table en 30-60 et je vais aller chercher ma petite table en 15-30 que je joue à côté. Donc là, sur cette table, Forza avait fait un open raise, le small blind avait fait un call call, donc moi évidemment j'ai fait un call depuis le big blind. Et là, j'ai joué le flop passivement parce que contre deux joueurs sur ce tableau, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire un bluff. Et là, je fais un donk river parce qu'il y a eu un check behind turn. Et je pense d'ailleurs que ça va être deux fold en fait. Ah, ce qui est bien d'avoir joué passivement, c'est que même si c'était pas du trèfle qui était tombé, j'aurais eu éventuellement la possibilité de faire un petit bluff bet. Donc vu la texture du tableau, forcément le trèfle me donne un petit peu plus de fold equity. Mais l'un dans l'autre, le fait que j'aurais quand même eu la possibilité de faire un petit bluff fait que jouer le tirage passivement était assez standard ici en fait. Moi je vais vous remonter vite fait la table 30-60 parce que j'ai encore une main. Donc j'ai fait un open raise avec une pocket pair de 5 ici. Nuremberg m'a fait un 3 bet, j'ai floppé donc un 7. La carte du turn est plutôt bonne. Et là sur la river je me dis bon j'espère qu'il aura pas eu Ace King. Mais je pense qu'il aurait fait un 3 bet avec Ace King sur le turn. Je pense pas que la seule couleur suffise à le faire jouer une top double paire passivement. Voilà, j'aurais pu retarder un petit peu mon bet pour essayer de
provoquer un raise de la part d'une main comme Ace Queen ou Ace Jack. Mais bon, là je pense qu'il va assez souvent me payer. Et il réfléchit un petit peu, mais c'est tout à fait possible qu'il réfléchisse, qu'il hésite donc entre un call et un raise. Et donc il avait King 10 dans cette situation. Bon, c'est bien évidemment un super flop pour moi. Il chope top pair et moi je flop un 7. En revanche, la carte du turn n'était pas aussi belle que ce que je pensais. Je pensais que la carte du turn était une bonne carte, mais au final, pas tant que ça. Bon, là à gauche, 10-4 suited, j'aurais peut-être dû jouer contre tant de joueurs. Mais c'est pas bien grave parce qu'à droite, j'ai les aces. Donc là, évidemment, je vais faire un 3 bet. L'adversaire a l'air d'avoir été assez passif post-flop jusqu'à présent. Mais bon, j'ai pas énormément de mains, donc c'est tout à fait possible qu'il ait tout simplement eu aucune main intéressante. Donc 57 de When to Showdown et 0,4 d'AF. Donc je vais plutôt être confronté à un call down, je pense, et s'il y a un raise, faut que je me demande si je peux faire un 3 bet. Et là, il me relance dès le flop. Bon là, sur un tel flop, il y a évidemment un 3 bet, parce que c'est souvent un king, tout simplement. Donc king, queen, ace, king. Donc là, espérons que ce soit pas king, queen. Donc là, il reste quand même assez de king moins fort qui me paye. Par contre, s'il avait joué call, flop, raise, turn, je pense que j'aurais vraiment hésité à faire un 3 bet et me serais contenté d'un call down, surtout avec la queen qui est tombée sur le turn. Donc là à gauche, Ace Queen contre un Open Raiser en early, c'est le genre de main que je joue volontiers passivement. Et donc là c'est un flop assez bon pour faire un check raise. Donc tout d'abord c'est assez bon pour le balancing et ce qui se passe c'est que je pense avoir une bonne equity donc face à un early open raise parce qu'il aura quasiment jamais une main ayant hité les low cards qu'il y a sur le flop. Donc là à droite j'ai fait un open raise avec As-7, j'ai été confronté à un 3 bet et là je suis assez content de pouvoir prendre le check behind sur le turn. Et là la carte de la river est vraiment pas terrible pour moi. Donc la question maintenant c'est de savoir s'il peut faire un bluff bet ici ou pas. Donc là apparemment il est capable de faire un bluff bet, la question c'est est-ce qu'il va faire assez souvent un bluff bet maintenant. Bon là je pense que je vais quand même faire un call parce que bon il y a certes quelques mains qui ont une queen ici, mais là je pense qu'il aurait fait un avec la plupart de ses pocket pairs sur ce turn là. Donc au final il y a quasiment que contre une queen que je suis battu ici. Et donc je split avec la plupart des as et je suis encore en tête face à King Ray. Et là j'ai pas besoin d'être en tête très souvent pour pouvoir justifier le call. Il faut juste que je sois en tête dans 20% des cas, donc avec une cote de 1 contre 5. Et là je pense que c'est vraiment assez souvent le cas pour pouvoir justifier le call. Et donc là dans cette situation je peux me permettre de faire 4 fois un mauvais call pour justifier un bon call. Bon évidemment c'est pas ce que je planifie, mon objectif étant bien évidemment de toujours faire que des bons calls. Mais c'est bon d'avoir cette petite assurance à côté. Mais disons que ça m'offre une bonne petite excuse pour les fois où je fais un mauvais call. Donc là à droite, j'ai jusqu'à présent 35 seulement de One to Showdown. Mais quand même 33 bébés par 100. Mais bon, c'est vrai que j'ai 100% de One Out Showdown, donc 5 sur 5. Donc ça c'est plutôt un petit upswing. Mais bon, juste avant le début de la vidéo, j'ai perdu 80 bébés en heads up en 15-30. Ce qui était évidemment pas terrible. Voilà, comme il se passe pas vraiment grand chose d'intéressant, je vais vous parler 2 secondes des stats et de leur significativité. Donc contrairement à pas mal d'autres joueurs, je trouve qu'au final on peut reconnaître des tendances assez vite au final, on n'a pas besoin d'une sample size énorme. Et je pense que les tendances des différents joueurs se dessinent assez vite, de manière à ce qu'on puisse assez facilement se baser dessus pour bien jouer. Et d'après mon expérience, donc, dès une cinquantaine de mains, on commence à pouvoir avoir une idée assez claire de ce qu'est l'adversaire. Et donc, bah, par exemple, si on considère la table de droite, là, où j'ai assez peu de mains sur les différents adversaires, on peut quand même commencer à voir quelques tendances. Donc, on va commencer par moi, par exemple. Donc, mes stats à moi sont assez réalistes et se rapprochent pas mal de ce que je joue moi. Donc, évidemment, les facteurs comme le one to showdown et le PFR sont intimement liés à la façon dont on run. Mais par exemple, le VPIP et le PFR sont assez vite parlants. Par exemple, là, le joueur là-haut, à mon avis, ça va être un joueur plutôt tight.
Donc bien évidemment, il est possible que pendant les 28 mains qu'on a joué ensemble, il a rien touché du tout. Et il est possible que le joueur en bas à gauche n'ait eu que des bonnes mains pendant les 28 mains qu'on a joué ensemble. Mais dans l'ensemble, je pense que dans la plupart des cas, on va pouvoir voir que le joueur en bas est trop loose et le joueur en haut est trop tight. Donc ce qu'on peut faire là, c'est qu'on peut essayer de garder en tête un petit peu les tendances qui se dessinent pour le moment et peut-être jeter un petit œil à la fin de la vidéo pour voir si ça s'est confirmé ou si ça s'est infirmé. Et donc là, si on jette un œil à gauche, c'est pareil, on peut voir que lui, c'est plutôt un tag, qui a d'ailleurs pas trop de bonnes mains pour le moment. Lui là-haut, ça a plutôt l'air d'être un fish. Et là, sur celui-là, on peut vraiment le dire au bout de 10 mains, puisqu'il a 40 de VPIP, 0 de PFR, 0 d'agressivité et 50 de when to showdown. Et on peut même le voir chez moi, vous voyez, après 8 mains à cette table, on voit que la tendance est assez proche de mon jeu général. Bon, évidemment, il y a quelques stats qui sont pas vraiment exactes, par exemple 147 de BB par 100, même si je dirais pas non à ce que ça continue comme ça. Bon, bien sûr, si vous avez vraiment peu de mains sur un adversaire donné, on peut pas prendre des décisions vraiment tough en se basant sur ses stats. On peut pas se dire ah je vais faire un tough fall là parce que il a telle ou telle stat. Là, les stats sont évidemment pas encore assez significatifs pour permettre ce genre de décision. Mais encore une fois, elles permettent vraiment de reconnaître une petite tendance qui permet de savoir un peu comment jouer dans les grandes lignes. Donc là à droite, j'ai fait un bend turn parce que c'est un joueur assez tight que je pense capable de coucher un 9 ou un 10 sur le turn. Et donc sur la river là, j'avais évidemment plus aucun value bet. Et donc la question c'est est-ce que un bet ou un check raise de bluff était envisageable. Mais là j'ai préféré un check fall parce que je pense qu'il couchera trop rarement une meilleure main. Donc là à gauche j'ai Queen Jack suited. Donc c'est le genre de main avec laquelle on pourrait envisager un 3 bet pour la déceptivité. Mais là dans cette situation évidemment ce serait pas une bonne idée dans la mesure où le early raiser est complètement committed, il a même pas deux big bets de stack restantes, donc il va balancer le reste avec n'importe quel ace high et je vais me retrouver dans une situation où je suis underdog, ce qui est EV-, et donc naturellement j'essaye d'éviter toutes les situations EV-. Donc là vous voyez mes stats après 15 mains, même s'il est vrai qu'elles sont un peu faussées parce que j'ai eu de très bonnes mains, donc j'ai un VPIP et un PFR ainsi qu'un AF assez élevé. Mais dans l'ensemble, la tendance reste un petit peu une tendance qui est celle du joueur que je suis. Donc là en fait, je l'aurais même battu avec mon Jack. Mais bon, j'aurais sans doute perdu contre Falk. Enfin la question c'est est-ce qu'il aurait fait un call down ou pas. Mais encore une fois, donc si FC Nuremberg n'avait pas eu un tout petit tapis, ça aurait vraiment été un bon spot pour faire un 3-bet déceptif parce que c'est le genre de spot sur lesquels on a envie de faire un 3-bet avec ses très bonnes mains. Surtout en raison du cold caller en fait. Bon, on pourrait m'objecter que j'avais déjà fait un balancing dans l'autre sens dans la mesure où j'avais fait un cold call avec Ace Queen tout à l'heure. Mais là, la situation est un peu différente. C'est vrai qu'avec une main comme Ace Queen, j'aurais vraiment voulu faire un 3-bet dans la situation là, dans la mesure où il y avait Falk qui avait fait un call juste avant. Et comme c'est vraiment un gros fiche, donc là on peut vraiment voir, hein, même si j'ai que 14 mains, il a 50 de VPIP, 0 de PFR, donc là je peux vraiment dire sans avoir peur de me tromper que c'est vraiment une grosse calling station. Et on a d'ailleurs même vu des mains qui l'ont confirmé, où il a vraiment fait que des check calls tout le long. Et même avec des mains avec lesquelles c'était pas vraiment justifié. Donc là c'est clair et net que c'est vraiment un méga fiche. Donc là à droite, la pocket de 8, c'est évidemment un open raise. Là je flop le 7 et j'espère que monsieur 50 de when to showdown jusqu'à présent va me faire un call down que ses stats promettent. Bon là il fold sur le flop, mais en regardant ses stats c'est le seul endroit où il a fait des folds jusqu'à présent. Et jusqu'à présent quand il a suivi sur le flop, il a toujours suivi sur le turn et la river. Voilà, son fold flop sur ce board là m'étonne un peu. Il n'y a pas beaucoup de mains qui pourraient se coucher directement. Parce que normalement Ace High il devrait suivre, enfin à moins d'avoir Ace High ou King High avec un tout petit kicker, qui sont des mains qui ont vraiment une très mauvaise jouabilité, et avec laquelle il a pas envie de se laisser embarquer dans un pot. Mais bon, ça n'empêche que c'est pas du tout un bon spot pour faire un check behind et pour faire un slow play dans l'ensemble. Même si avec le temps, je commence à être d'avis que il y a pas mal de spots dans lesquels les slow play peuvent être justifiés au final. Voilà, avec Jack 10 suited, même si le joueur face auquel je suis à une calling station, je vais quand même le relancer parce que j'ai envie d'essayer d'isoler le fiche contre qui j'ai la position avec une main somme toute assez bonne. Mais ça veut pas dire que je vais faire un 3 barrels aveugle, même heads up.
Par exemple là sur un flop comme celui-là en heads up, j'aurais fait un check behind sur le flop et j'aurais sans doute même fait un check behind sur le turn. Les avantages contre un joueur comme celui-là, c'est pas la faute de l'equity, mais j'ai un bon nombre d'autres avantages. Je peux me prendre vraiment beaucoup de cartes gratuites. Je peux vraiment profiter pleinement de mon equity. Donc je vais seulement mettre de l'argent quand je suis ahead. Et ce qui est bien dans cette situation, c'est que je vais quasiment jamais perdre d'argent quand je suis behind parce que je prends les cartes gratuites, comme il me les donne. Et mon objectif avec le race, c'est aussi de faire sortir les blinds. C'est le scénario idéal en fait. Si jamais il lim, je relance et personne n'a de main acceptable et tout le monde se couche derrière. Et donc je peux jouer en position contre un gros fiche. Voilà, c'est clair qu'il fait un call down avec ace high. Mais encore une fois, de toute façon, j'aurais pas fait de conti bet. Donc j'aurais fait même pas de conti bet sur le flop, je pense. Alors on pourrait dire que c'est peut-être un petit peu over adapté. Mais j'ai pas encore vu ce joueur se coucher une seule fois contre un single bet comme ça. Et donc c'est pour la même raison qu'ici, je vais faire un bet down avec ce compte pair. Et donc là, s'il me check raise le turn, c'est un easy fold en fait. Là, il aura presque toujours un as, double paire, une couleur. Bon, certes, ce genre de joueur est tout à fait capable de faire de temps en temps des bluffs un petit peu étranges. Là, dans cette situation, on peut tout à fait imaginer qu'avec un petit one card tirage couleur, il fasse un check raise. On pourrait imaginer une main comme 9-8 avec le 8 de cœur ou bien King 9 avec le King de cœur. Et c'est tout à fait possible, hein, même les plus grosses calling stations font parfois des semi-bluffs avec un tirage couleur nut. Mais bon, dans cette situation, ce sera assez rare pour que ça vaille pas vraiment la peine. Et même si la sample size est encore une fois assez petite, je pense qu'on a vraiment une idée assez précise de la façon dont ce genre de joueur joue, de sorte que le call down n'aurait pas vraiment été justifié. Là, il a vraiment une agressivité extrêmement faible. Il a 0 d'agressivité sur le flop, il a 0.1 sur le turn, 0.3 sur la river. Et donc il a vraiment eu de l'agressivité une fois sur le turn, deux fois sur la river, et à chaque fois donc c'était des bets, et a priori ça devait sans doute être des value bets. On sauf peut-être les river bets, ça peut aussi être des bluff bets. Par contre je suis assez étonné, là j'ai vraiment choisi une table 15-30 complètement au pif, et je suis tombé sur une table vraiment très fishy. Donc ça c'est assez étonnant. Par exemple Forza est assez mauvais. Heinz pareil, je trouve pas que ce soit vraiment un très bon tag. Donc surtout si ses stats sont assez représentatifs du joueur que c'est. Et là j'ai 500 mains sur lui, donc on doit se rapprocher un petit peu plus d'une valeur vraiment significative. Mais disons que si ses stats s'avèrent représentatifs, c'est un joueur vraiment trop loose post-flop. Pre-flop, ok, on peut jouer comme ça. Mais par contre vraiment trop passif post-flop. Et puis là évidemment j'ai la position sur le gros fiche. Ça c'est vraiment du good beat, surtout que si mes souvenirs sont bons, il a rejoint la table après que je sois entré. Voilà, par contre maintenant il y a 4 personnes sur la liste d'attente, donc ça se trouve c'est un fiche assez connu des regulars. Donc là je peux pas vraiment confirmer ce que disent pas mal de monde à dire que le fix limit c'est mort, etc. Bon, c'est le genre de choses qu'on entendait déjà il y a 2 ans. Mais il reste toujours d'assez bonnes tables et même au high stakes, on peut toujours trouver des fiches. Bon certes c'est pas c'est de moins en moins des énormes fiches comme Falk 7 là. Mais par exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai joué une petite session en 100-200 sur Party Poker avec un vrai maniaque avec 80-50, quelque chose dans le genre, qui faisait des moves du type bet 3 bet avec bottom pair sur le flop, etc. Et il avait des swings de folie, donc il est rentré avec 5000, il a eu 17000, redescendu à 3000, remonté à 14000, et puis il a fini par être broke. Et bon, bien évidemment, la table est partie à volo dès qu'il a été broke. Bon, ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on voit de plus en plus sur Party Poker. Sur Poker Stars, un peu moins, parce qu'il y a encore les Américains, mais c'est vrai que là, sur Party Poker, surtout avec le joueur Stickman, qui a un petit peu un rôle de modèle, et qui, lui, fait des insta-quits de table dès que le fichier est broke. Et donc là, dès que lui, il a été broke, Stickman n'a même pas attendu une orbite pour quitter, pour faire un sit-out. Voilà, là, Falk est parti, donc la table est un petit peu moins intéressante. Voilà, c'est clair qu'avec le départ de Falk sur lequel j'avais la position, là je passe d'une table avec laquelle je pouvais espérer un 5 bébés par 100 à une table où je peux espérer peut-être, je sais pas, un petit 1,5 bébés par 100. Bon, Dieu merci, il reste Forza qui est toujours assez mauvais. Trop loose, trop passif. Heinz pareil, trop passif. When to showdown trop élevé. Je pense par ailleurs que je suis assez bien face à un random tag poker strategy.
Enfin, du moins que je suis break-even contre la plupart au minimum. Donc là à droite avec As-5 suited contre cet open raiser là, je vais le coucher. Bon certes il a fait un open raise tout à l'heure avec Jack 10 off, mais bon là après 50 mains il a toujours 4 de PFR, et c'est vraiment assez peu. Bon certes c'est que 50 mains, mais avoir vraiment si peu de mains sur 50 mains, c'est pas très fréquent non plus. Mais là on peut voir sur moi donc après 60 mains, mes stats sont vraiment assez réalistes, sauf peut-être la F qui est un peu élevée, parce que j'ai eu quelques bonnes mains post-flop. Mais sinon, dans l'ensemble, les stats sont assez proches de mes stats moyennes en fait. Bon, jetons un petit œil justement à mes stats pop-up. Donc mes bet flop, raise flop, check raise flop, fall to flop bet sont toutes assez raisonnables. Raise turn, fall turn sont toutes les deux un petit peu trop élevées, ce qui fait forcément que la F est un petit peu plus élevée également. Et fall to river bet, donc là c'est 0, mais pour l'instant j'ai été confronté qu'à 2 river bets. Et les deux fois j'avais un bon call. Et One Out Showdown, donc 7 sur 8. Là, évidemment, je dis pas non. Attempted to Steal, donc 28%. C'est pas vraiment beaucoup. C'est même vraiment trop peu sur le long terme. Et donc mon comportement de défense, donc là 50 de fold SB et 33 de fold BB. Donc ça veut dire que j'ai peut-être un petit peu surjoué mes blinds. Et un peu sous-joué depuis le button et le cutoff. Mais bon là c'est vraiment le genre de stat qui est pas encore très significatif parce qu'elles sont très liées à la distribution des cartes. C'est tout à fait possible que j'ai eu des meilleures mains au blinds, qu'au cutoff et au bouton. Et donc ça, c'est le genre de stats qui mettent un petit peu plus longtemps à être significatives, donc vaut mieux attendre avant vraiment de se baser sur elles, attendre donc 200-300 mains. Et puis après, les stats comme par exemple One Out Showdown ou One Race Turn, elles commencent à être significatives seulement à partir de 500, voire de 1000 mains. Parce que avant ça, c'est vraiment très lié à la situation et tout à fait possible que le joueur en question ait toujours eu un fold adverse quand il a fait un bluff, qu'il se soit toujours fait payer quand il a fait un value bet, etc. Donc là, mon adversaire ici, on voit que son win to showdown est vraiment monté. Donc là, en début de session, il avait un win to showdown aux alentours de 20. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pensé que je pouvais le faire le coucher quand j'avais ma pocket de 8. Mais là, il est monté à 55. Et donc là, la question maintenant, c'est est-ce que je peux faire encore un call? J'ai deux overcards face au 10 et j'ai un gutshot. Là, il a un check raise flop de 70%. Bon, ça pourrait aussi être un move qu'il a fait avec un tirage couleur et face auquel je suis maintenant drawing dead. Et là, la river unimproved, je vais la coucher. Bon, là, sur le turn, le pot était déjà relativement gros. Bon, là, c'est le genre de situation où on pourra aussi envisager un fold. Le call est vraiment pas obligatoire. Surtout que la carte du turn est un petit peu difficile. On sait pas vraiment si là, c'est la queen sont encore clean. Le jack, je pense qu'il est encore assez souvent clean, mais seulement 3 des jacks sont clean. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait envisager un fold aussi sur le turn. Mais bon, avec la taille du pot, je pense que la plupart des gens seront d'accord pour dire que on a un call assez standard. Bon, là, il m'a fait un 3 bet pré-flop, donc c'est possible qu'il ait une pocket pair, quelque chose comme ça. Et là, c'est vrai que même les as que je battais, il y en a pas mal qui commencent à avoir une paire. Mais bon, il pourra encore avoir une main comme King Queen, King 10, etc. Donc je pense que j'ai encore un call river. Par contre, j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi il me fait un bet sur la river avec son Ace Queen, parce que c'est une main vraiment un peu trop faible pour un value bet, à la mesure où même en ayant la meilleure main, j'ai quand même songé à un fold, et c'est une main trop forte pour un bluff, dans la mesure où toutes les mains supérieures suivent. Bon, l'adversaire a de toute façon l'air d'être un joueur un peu trop agressif, comme d'ailleurs la plupart des asiatiques que je connais à ces stakes-là, qui jouent de manière trop agressive dans l'ensemble. Donc là à gauche, King Jack, c'est dans tous les cas au moins un pile flop. J'ai même encore un peu de showdown value contre un open raise du button. Et je vais faire encore un pile de turn. Et là la question sur la river, c'est est-ce qu'il me fait encore un bluff ou est-ce qu'il est en mesure d'abandonner son bluff? Là je pense qu'il est tout à fait en mesure d'abandonner un bluff dans la mesure où j'ai quand même joué ma main comme une main qui a de la showdown value. Bon après évidemment ça peut être un peu de reverse psychologie où il se dit que justement il peut se permettre de faire un bluff bet dans la mesure où j'ai représenté de la showdown value et que en prenant ça en compte je le mettrais quasiment jamais sur un bluff bet. Mais bon là ça commence à être le genre de réflexion un petit peu tiré par les cheveux. Bon là à droite le call flop c'est vraiment tout à fait standard. Pré-flop c'est assez close. Bon King 12 on n'est pas obligé de le suivre. Mais bon c'est deux joueurs que j'estime assez faibles, surtout post-flop. Et donc c'est le genre de situation où quand je hit sur le flop ou sur le turn, je me vois avoir une bonne equity de payout. D'ailleurs on peut voir que même si t'étais three-handed,
et que le troisième adversaire a aussi fait un cooldown. Donc Killer Albert a fait le payout avec seconde paire et l'autre avait hité top pair sur le turn. Donc voilà quoi. Mais bon, je pense que Van Jeon a d'ailleurs assez bien joué la main au final. Même s'il est vrai il aurait pu faire un petit raise sur le flop pour essayer de faire sortir un ace high. Ou... Il était envisageable que Killer Albert ait une main comme Jack 10 et que donc Van Jeon soit en tête et qu'il me fasse coucher un petit as ou quelque chose comme ça dans une relance. Oh, là j'ai fait un petit misclick. À la base, en fait, je voulais faire un open raise et c'est pile le moment où ça a un peu lagué et où l'autre a fait un open raise juste devant moi. Bon, au final, un 3 bet avec King 10 suited, c'est pas non plus une catastrophe. Ça tombe dans la catégorie des 3 bets déceptifs. Mais bon, c'est pas vraiment l'adversaire idéal pour un tel move. Parce que bon, il a 56 de when to showdown après 430 mains. Donc là, on peut assez se fier à son when to showdown. Bon, d'un autre côté, il a certes seulement 29 de one at showdown, mais bon, je pense que dans cette situation précise, il me bat. À moins évidemment que ce soit une main comme 10-8 ou autre. Bon, et là, je pense que je peux envisager de quitter cette table-là. Bon, j'ai la position sur Yatsa qui est pas très bon, mais tous les autres joueurs sont assez solides. Et j'avais déjà préparé une petite nouvelle table, sur lesquelles il y a déjà deux fiches au moins. Bon, ce joueur-là, je le connais pas vraiment. D'après son nom, a priori, je pense que ça devrait être un russe. Le problème, c'est que quand le logiciel de saisie vidéo est allumé sur Party Poker, j'arrive pas à voir les pays. Ah, et d'ailleurs, j'aurais fait ma quinte avec 9-8. Mais bon, tight is right. Donc là, notre ami Retarded Boy semble avoir une connexion internet tout aussi retarded. Bon, là, je sais pas trop si c'est un open raise ou pas avec mon Jack 10 off, mais il me semble que dans la chart, c'est un open raise. Et là, le problème, c'est que j'ai InSpace derrière moi qui fait volontiers des 3 bêtes et qui fait également pas mal de call et deux moves que j'ai pas vraiment envie de voir quand je fais un open raise avec Jack 10. Et d'ailleurs, je vais jouer la main passivement. Bon, bien sûr, je vais changer ma stratégie avec cette carte du turn parfaite. Bon, espérons maintenant qu'il fasse pas un check behind. Enfin, ceci dit, ça voudrait dire qu'il est drawing dead, à moins d'avoir que Queen Jack. Mais Queen Jack, je pense qu'il ferait pas de check behind. Et donc là, je lui ai mis un petit suck out des chaumières. Surtout là, s'il me fait le bet call turn. Ça veut souvent dire que je lui ai mis un petit suck out. Bon, même sans le suck out, je peux pas vraiment me reprocher grand chose pour la main. L'open raise, je pense qu'il est ok. Alors, c'est pas le standard absolu, mais bon. Mais bon, il est ok, je pense. Bon, et là, avec Ace Queen, j'ai un open raise beaucoup plus indiscutable. Et donc, Pocket Queens, pareil. Bon, malheureusement, avec ma Pocket Queen, j'ai juste encaissé les blinds. Bon, bien évidemment, j'aurais préféré avoir un tout petit peu plus d'action. Bon, là, je voulais jeter un petit coup d'œil à ce que les deux joueurs la racontaient, mais apparemment, ils discutent de trucs assez inintéressants, comme leur âge. Bah là, in Spades, j'ai un petit peu du mal à le cerner, ce joueur, parce que bah, il joue avec des stats, etc. Et à chaque fois que je le vois chatter un peu avec l'un ou l'autre des joueurs, il a pas l'air d'être complètement débile. Mais sitôt qu'on est impliqué tous les deux dans une manche, il joue, il est mauvais. C'est assez impressionnant. Et ça me fait presque mal en fait. Surtout qu'il passe vraiment le plus clair de son temps à expliquer à l'un et l'autre des joueurs à quel point ils jouent vraiment comme des brels. Donc là, 5-6 suited, il y a des joueurs qui font un call avec. Moi pas, surtout contre un 3 better assez tight. Bon là c'est vrai que
Il est par contre très loose dans ses open race. Donc je sais pas dans quelle mesure ces 3 bet tight sont vraiment significatifs. Et là, bien évidemment, j'aurais fait ma quinte. Ah, c'est pas vrai. Et par-dessus le marché, il relance. Et il n'y a pas de cœur qui arrive sur la river. Ça aurait été parfait. Bon, si j'avais suivi, c'est vrai que la situation aurait été assez parfaite là. Mais bon. Euh... Ah, en plus, j'avais pas une mauvaise equity là avec 5-6 suited contre Ace 10 et Ace Queen. Moi, j'ai un peu du mal à évaluer exactement. Faut peut-être que je jette un petit coup d'œil aux couleurs des deux mains. Donc Ace Queen, Carreau. Bon oui je sais, on joue contre des éventails, on connaît pas leurs mains, etc. Blablabla. Mais je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Donc là, Ace Queen avait 43% et moi j'ai 37% avec 5-6. Donc je suis au-dessus de l'equity moyenne en fait. C'est pas mal en fait. C'est d'ailleurs même un peu plus que ce que je pensais. Je pensais que j'étais à peu près dans l'equity moyenne. Mais là, 37%, c'est pas mal. Donc au final, si on réfléchit bien, mon fold était un mauvais fold préflop. Donc c'était même pas un fold break-even, c'était vraiment un fold avec une EV négative. Bon, bien sûr, c'est vrai qu'on connaît pas les mains et que le joueur qui avait Ace-10, s'il avait 10-10 à la place, la situation serait fort différente. Auquel cas, j'aurais donc plus que 21%. Et là, dans cette situation-là, le fold est naturellement un excellent fold. Donc à gauche, mon adversaire a fait un open limp. Je l'isole évidemment avec U8. Tiens, mais pourquoi mon muck losing est désactivé? Attention, ne montrez jamais vos mains. Ne donnez jamais d'informations gratuitement. Bon, c'est vrai que dans cette situation, que je fasse un raise avec pocket de 8 contre un open limper, c'est pas non plus la révélation de l'année. Bon, là, à droite, donc j'ai fait un open raise avec Queen 8 suited. Bon voilà, je l'avais fait parce que je pensais que Dietmar Grivin donc ce serait sans doute couché ou du moins me ferait pas trop souvent de 3 bêtes et dans la mesure où les blinds sont tous les deux assez mauvais. Mais là maintenant la question c'est est-ce que ça vaut la peine même de faire un call sur le flop? Bon allez, j'ai encore un petit backdoor quinte. Bon avec un backdoor couleur ça aurait été un easy call. Mais bon là dans cette situation c'est plutôt assez close. Bon certes j'ai deux overcards mais d'un autre côté je suis également hors position. Bon, mais là, c'est en partant avec l'espoir un petit peu qu'il fasse un petit check behind turn de temps en temps et que mes outs overcards sont tous les deux clean. Bon, là, mon King 9, je le couche. Par contre, la situation est un peu moins favorable qu'avec le Queen 8. Bon, déjà parce que je suis une position plus tôt, même si ça change pas grand chose, mais ce qui se passe en fait, c'est que Killer Albert est au button et qu'il est beaucoup plus loose, donc je vais donc beaucoup moins souvent me retrouver en ayant la position. Donc là, par contre, à gauche, mon 3 bet était assez mauvais. Vu que mon adversaire a un PFR vraiment faible avec 9%. Et donc là j'aurais dû coucher mon King 9 suited. Et bah donc je crois que là à gauche sur le turn je vais opter pour un check fold en conséquence. À droite là bah, je vais me contenter d'abord d'un call sur le flop et lui laisser faire son conti bet. Et je pense que j'aurai d'assez bonnes informations sur le turn pour savoir si je dois me contenter de faire un call down ou bien si je peux faire un petit bet. Et là, bon, bah voilà, s'il check, évidemment, je fais un petit bet. Et là, c'est vraiment une mauvaise river, donc j'aurais fait un check behind s'il avait pas misé. Bon, jusqu'à présent, il a encore fait aucun river bet. Et là, je crois que je vais la coucher. Voilà, là, je pense que je vais pas tarder à arrêter. On va attendre encore un petit peu là, les big blinds à chaque table. Avec un peu de chance, on aura encore une ou deux petites mains intéressantes.
Et là, bon, Jack 10, dans la mesure où on a attendu un peu, je vais faire mon open raise. Donc comme tout à l'heure, hein, c'est aussi, il y a les deux fiches au blind, donc j'aurai la position sur eux. Et voilà, je touche une paire, donc espérons que ça suffise contre les deux. Voilà, il fait un donk direct. Bah, je pense pas qu'il y ait matière à faire un raise ici, même si ma main sera pas améliorée sur le turn, puisque j'ai un petit gutshot maintenant. Et la river, à moins qu'il y ait bet et call, je pense que je vais la suivre. S'il y a un truc comme check bet ou alors bet fold, je vais dans tous les cas suivre. Apparemment King Albert a pas vraiment l'air d'avoir eu grand chose. Et l'autre avait touché la nut. Et voilà, je pense que c'est une belle main pour clore ma vidéo. Bon, allez, on va encore regarder vite fait ce qui va se passer avec Ace-10 suited en haut à gauche. Et voilà, donc là il y a un 3 bet de la part d'un joueur qui a 9 de open race, donc on va coucher gentiment notre Ace-10. Donc là il n'y a vraiment pas de matière à suivre, hein. On n'abandonne pas grand chose en se couchant pré-flop, et on n'abandonne pas beaucoup d'EV non plus, et comme on peut le voir, le fold était tout à fait justifié, et nous a fait économiser un peu d'argent. Et donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu et comme d'habitude, c'est toujours agréable d'avoir un petit peu de feedback, donc aussi bien sur le contenu de la vidéo que sur la qualité de la synchronisation. Voilà, ciao!